Maintenant, on va mettre la pression et potentiellement, pourquoi pas, la pression effectivement dans la rue de se dire que il va falloir peut-être un peu mettre de l'huile sur le feu pour que la rue aussi demande Lucie Castet à Matignon. Tout à fait. L'enjeu pour la gauche aujourd'hui, c'est de jouer le troisième tour social. Donc, c'est-à-dire, en fait, ils ont perdu dans les élections parce qu'ils n'ont pas remporté ces élections législatives puisqu'ils sont une sorte de minorité absolue. Hein. Ils n'ont pas une majorité suffisante qui leur permette de gouverner. Et donc, de fait, ce qu'ils jouent, c'est le troisième tour social, c'est la colère populaire et c'est la délégitimation de nos institutions et la délégitimation du pouvoir politique. En revanche, une fois qu'on a dit cela, on ne peut pas non plus omettre que le président de la République a fait une erreur politique à ne pas nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire. Et, parce que l'argumentaire en fait d'Emmanuel Macron, qui est juste sur le plan, on va dire, factuel à l'Assemblée nationale, qui est que la gauche ne peut pas gouverner, il faut néanmoins qu'il puisse le démontrer. Or, s'il avait nommé un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire, ça peut être Lucie Castet ou n'importe qui d'autre, il aurait pu démontrer en leur demandant de rentrer à Matignon en présentant ce qu'on appelle un vote de confiance à l'Assemblée nationale, et qu'il n'aurait pas obtenu par ailleurs du coup, et donc qui aurait déclenché une motion de censure, il aurait pu démontrer par A plus B que le Nouveau Front populaire est en incapacité de pouvoir proposer un gouvernement, de pouvoir gouverner cette Assemblée nationale et donc justement de pouvoir gouverner la France. Et c'est là où il a fait, je pense, une erreur politique majeure. Justement, il aurait dû être un petit peu dans ce qu'a fait le roi d'Espagne, c'est-à-dire l'année dernière, il y a eu des élections législatives qui ont accouché, on va dire, d'un résultat à peu près similaire en Espagne, c'est-à-dire que vous avez eu l'Union des droites, donc le Partido Popular, donc l'équivalent des Républicains, et Vox, qui est une sorte de reconquête qui ont gagné les élections, enfin qui sont arrivés en tête au Parlement espagnol. Le roi d'Espagne a chargé justement cette alliance des droites de proposer un Premier ministre, de proposer un gouvernement. Ils n'ont pas été en capacité de le faire et parce qu'ils ne se sont pas entendus et que de toute façon ils n'avaient pas suffisamment de députés pour pouvoir justement gouverner l'Espagne. Et donc de fait le pouvoir est resté au Parti socialiste, donc à Pedro Sanchez. Il aurait pu se passer la même chose en France et donc effectivement, le Nouveau Front populaire, il faut démontrer par A plus B qu'il ne peut pas gouverner. C'est vrai qu'Alice Cordier, la petite musique qu'on entendait, c'était de se dire que le président avait sans doute dans l'idée de respecter entre guillemets le verdict des urnes, même si le Nouveau Front populaire n'a pas de majorité absolue, mais de se dire, comme le disait Mathieu d'ailleurs, je nomme un Premier ministre ou une Première ministre, peut-être celle de l'information, notamment des touristes ou des Parisiens, c'est-à-dire que beaucoup de ceux qu'on interroge, alors d'ailleurs même les commerçants ou les taxis, en fait, ne savent pas vraiment ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'il y a un petit problème, un petit souci peut-être de pédagogie. On savait qu'il y avait besoin d'un QR code, mais en fait, on n'est pas allé très loin dans le détail, dans l'information usagers-voyageurs. Tout à fait, on a l'impression de revivre ce qu'on a vécu un peu sous l'époque de la crise sanitaire. C'est-à-dire que c'est le retour d'une bureaucratie à la française qui justement n'explique pas ses décisions et qui rend du coup et qui crée aux usagers, aux consommateurs, la sensation légitime que les décisions sont absurdes. Et donc là-dessus, l'absurdistan à la française produit des effets qui sont néfastes, notamment sur cette question du QR code, comme vous le disiez, la question des zones grises, des QR codes, ni les policiers sont suffisamment informés pour pouvoir renseigner les usagers. Oui, ils n'ont pas tous visiblement forcément les mêmes informations. Exactement, on a des informations qui sont contradictoires sur le terrain, on nous explique qu'on ne peut pas prendre tel RER, on ne peut pas rentrer sur telle rue, etc. pour des raisons qui sont différentes. Ensuite, les agents aussi de la SNCF, donc la SNCF pour les RER ou de la RATP pour le métro ne sont pas aussi tout à fait au courant. Et donc, ça crée une situation qui est vraisemblablement chaotique dans la ville de Paris. Et donc ensuite, la question qui se pose ensuite, elle est pour les usagers et pour les Parisiens. Les Parisiens ont l'impression justement de subir tous les inconvénients des Jeux Olympiques sans en subir les avantages, puisqu'il faut quand même rappeler que les Parisiens ne peuvent pas aller regarder tous les matchs, ne peuvent pas aller regarder toutes les épreuves, puisque les épreuves ont un prix qui est très élevé. Les Parisiens ne peuvent pas non plus voyager en sécurité dans leur ville, et donc forcément pendant ces 15-16 jours, alors que justement les Jeux Olympiques auraient pu être un moment justement de rassemblement et justement un moment pour les Parisiens, ils ont été faits d'une certaine façon un petit peu contre eux. On va parler un petit peu de politique maintenant, puisque vous le savez, le Nouveau Front populaire compte bien de l'ancienne majorité présidentielle disait on veut bien le Premier ministre, mais on aimerait bien que le président de la République ne parle pas trop, parce que c'est un peu un boulet au pied pour nous. Vous avez tout à fait raison, Élodie. En fait, il y a une sorte de rééquilibrage des pouvoirs au sein de la Macronie, où en fait, pour la première fois depuis 2017, les députés de la Macronie n'ont pas été élus ou réélus par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron, mais par l'intérieur de quelqu'un d'autre, de Gabriel Attal. Puisqu'effectivement, en 2017, en 2022, tous doivent leur réélection à Emmanuel Macron, puisque c'était une sorte de vague majoritaire en 2017. En 2022, c'est lui qui gagne la présidentielle, puisqu'il incarne une sorte de parti de l'ordre face aux oppositions du Rassemblement national et
de la France insoumise. En revanche, par contre, en 2024, on voit que sur ces élections législatives, c'est véritablement Gabriel Attal qui a porté la liste de la majorité présidentielle. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde au soir du premier tour, par rapport, les sondages prévoyaient au bloc présidentiel entre 70 et 90 députés. Or, la stratégie de Gabriel Attal qui a été de retirer et de désister les candidats partout face au Rassemblement national, donc y compris face à la France insoumise, ce qui n'était pas la position d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas la position de Gérald Darmanin, ce qui n'était pas la position de Bruno Le Maire, cette stratégie-là de Gabriel Attal a porté ses fruits, puisque le groupe aujourd'hui de la majorité présidentielle fait plutôt 165 députés. Et donc, de fait, Gabriel Attal devient une sorte de golden boy de la Macronie, puisque c'est lui qui a justement permis la réélection de certains députés, puisque quand même, il faut le rappeler que pour les députés de la majorité présidentielle, l'enjeu numéro 1, c'était de sauver leur place avant toute chose. François de Rugy, on se dit que la blague commence à un peu trop durer. Les ministres aux affaires courantes qui disent eux-mêmes que certains ont déjà l'œil tourné ailleurs. Cette mauvaise entente entre le couple exécutif, est-ce qu'il serait temps, alors certes il y a les JO, mais est-ce qu'il serait temps de se dire il faut tourner la page, il faut passer à autre chose et il faut forcer un petit peu peut-être le destin plutôt que de se dire que ce gouvernement peut courir jusqu'à mi-août? Tout à fait. L'enjeu pour la gauche aujourd'hui, c'est de jouer le troisième tour social. Donc, c'est-à-dire, en fait, ils ont perdu dans les élections parce qu'ils n'ont pas remporté ces élections législatives puisqu'ils sont une sorte de minorité absolue. Ils n'ont pas une majorité suffisante qui leur permette de gouverner. Et donc, de fait, ce qu'ils jouent, c'est le troisième tour social, c'est la colère populaire et c'est la délégitimation de nos institutions et la délégitimation du pouvoir politique. En revanche, une fois qu'on a dit cela, on ne peut pas non plus omettre que le président de la République a fait une erreur politique à ne pas nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire. Parce que l'argumentaire en fait d'Emmanuel Macron, qui est juste sur le plan, on va dire, factuel à l'Assemblée nationale, qui est que la gauche ne peut pas gouverner, il faut néanmoins qu'il puisse le démontrer. Or, s'il avait nommé un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire, ça peut être Lucie Castet ou n'importe qui d'autre, il aurait pu démontrer en leur demandant de rentrer à Matignon en présentant ce qu'on appelle un vote de confiance à l'Assemblée nationale, et qu'ils n'auraient pas obtenu par ailleurs du coup, et donc qui aurait déclenché une motion de censure, il aurait pu démontrer par A plus B que le Nouveau Front populaire est en incapacité de pouvoir proposer un gouvernement, de pouvoir gouverner cette Assemblée nationale et donc justement de pouvoir gouverner la France. Et c'est là où il a fait, je pense, une erreur politique majeure. Justement, il aurait dû être un petit peu dans ce qu'a fait le roi d'Espagne, c'est-à-dire l'année dernière, il y a eu des élections législatives qui ont accouché, on va dire, d'un résultat à peu près similaire en Espagne, c'est-à-dire que vous avez eu l'Union des droites, donc le Partido Popular, donc l'équivalent des Républicains, et Vox, qui est une sorte de reconquête qui ont gagné les élections, enfin qui sont arrivés en tête au Parlement espagnol. Le roi d'Espagne a chargé justement cette alliance des droites de proposer un Premier ministre, de proposer un gouvernement. Ils n'ont pas été en capacité de le faire et ils se sont pas entendus et que de toute façon ils n'avaient pas suffisamment de députés pour pouvoir justement gouverner l'Espagne. Et donc de fait le pouvoir est resté au Parti socialiste, donc à Pedro Sanchez. Il aurait pu se passer la même chose en France et donc effectivement, le Front populaire, il faut démontrer par A plus B qu'il ne peut pas gouverner. C'est vrai qu'Alice Cordier, la petite musique qu'on entendait, c'était de se dire que le président avait sans doute dans l'idée de respecter entre guillemets le verdict des urnes, même si le Nouveau Front populaire n'a pas de majorité absolue, mais de se dire, comme le disait Mathieu d'ailleurs, je nomme un Premier ministre ou une Première ministre de gauche, je montre qu'ils ne peuvent pas gouverner, je montre qu'ils seront renversés, et donc dans un second temps, finalement, vous voyez bien à quel point ce genre de dispositions législatives deviennent absurdes. Donc laissons le débat avoir lieu normalement et que chacun, en effet, après juge en connaissance de cause. Mathieu, pour terminer sur ce tour de table. Oui, mais je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est-à-dire que la métrique n'est peut-être pas la bonne, effectivement, mais moi, ce que je retiendrai sur cette proposition de loi, justement, c'est l'esprit de cette proposition de loi. C'est-à-dire qu'en fait, elle pose la question quand même qui me paraît assez légitime, c'est-à-dire est-ce que donc des personnes qui sont fichées S, en l'occurrence, moi je pense que c'est pas la bonne métrique, mais des personnes qui sont fichées S, donc c'est-à-dire qu'il faut rappeler pourquoi, c'est-à-dire pour des faits de violence, des faits liés à ce qu'on appelle l'ultra-gauche, ou pour des faits liés à l'islamisme le plus radical, pourquoi ces gens-là pourraient se présenter à des élections, pourquoi pourraient-ils être éligibles? Je pense que c'est une question qui est légitime et qui mérite d'être quand même posée dans le débat public parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est notamment sur ces deux courants-là politiques qui sont dans notre pays, posent un certain nombre de problèmes et justement nuisent à la vie de nos concitoyens. Donc pour moi, c'est un débat qui doit se poser d'un point de vue politique. D'un point de vue effectivement de la proposition en termes de politique publique, la métrique ne me paraît pas être la bonne. Un dernier mot rapide. J'ai une question pour M. Durugy. Vous avez exprimé un petit peu ce qui s'était passé pour la levée d'immunité de Marine Le Pen. Vous étiez en train de dire, juste pour clarifier, que c'est le ministre qui vous a demandé de lever l'immunité ?
Après, je vous laisse répondre. Ouais, peut-être un point par rapport à ce que vous venez de dire. Non, la situation n'est pas similaire entre la situation issue des législatives de 2022 et celle de maintenant. Pourquoi ? Parce que le Nouveau Populaire n'est pas dans la même situation que la Macronie. C'est-à-dire que la situation actuelle aujourd'hui, quand vous regardez les équilibres entre les blocs, c'est qu'aujourd'hui, la somme des oppositions sur les 3 blocs, la somme des deux oppositions peut renverser immédiatement l'autre. Ce n'était pas le cas en 2022, puisque si vous raisonnez en termes de blocs, c'est ce qui vient d'être dit par l'ensemble des représentants des formations politiques, en 2022, il n'y avait pas de possibilité pour la gauche ou pour le Rassemblement national de faire tomber le gouvernement. La preuve en est, c'est que la motion de censure sur la réforme... Oui, parce que les LR n'ont pas voté, mais s'il y avait une union de ces blocs, il y aurait eu renversement comme il y aurait si demain. l'on considère qu'il y a un bloc central qui va effectivement des macronistes jusqu'aux républicains, on peut donc effectivement penser que en 2022, non mais effectivement après il y a des accords évidemment de fond. Vous voyez bien qu'il n'existe pas puisque c'est l'objet de la dissolution. Non, mais... En fait, c'est parce que Emmanuel Macron n'est pas parvenu et qu'il était sous le coup d'une motion de censure des LR sur le budget. Vous le savez très bien. Donc arrête, on est dans la même situation. Non, on ce n'est pas la même un situation, gouvernement qui n'est pas majoritaire et la possibilité d'être renversé au Parlement parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Ça n'a pas été le cas. Or le vôtre, mais là ça pourrait ne pas être le cas non plus. Et donc c'est là où je vais venir sur un point. Effectivement, si le gouvernement du Front populaire n'est pas renversé, ça veut dire que soit Renaissance, du coup, n'a pas voté une motion de censure, soit vous comptez sur un soutien implicite du Rassemblement national, notamment pour faire voter un certain nombre de textes, que ce soit sur les questions économiques, les super profits. J'aimerais bien savoir avec qui vous allez faire voter ça. Sur la question aussi de l'abrogation de la loi de la réforme des retraites, j'aimerais bien savoir avec qui vous allez faire voter ça. Effectivement, les Rassemblement national, mais il faut qu'ils le disent, du coup, dans ces cas-là. Alice Cordier, pour terminer sur ce tour de table, on va changer de sujet après. Non, en tout cas, ceux qui sortent leur épingle du jeu, c'est les LR, qu'on n'a pas forcément vu arriver.